Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le chef de l'État a reçu ce mardi le rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle on prépare les commissaires de la Commission béninoise des droits de l'homme, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. La semaine du patrimoine culturel immatériel se célèbre à Parakou. L'événement a été lancé vendredi dernier. Pendant une semaine, la richesse et la diversité des savoirs endogènes du Bénin seront présentés au public. Et puis, hors du Bénin, au Sénégal, le pèlerinage de Touba a drainé une marée humaine. En Italie, des secouristes ont récupéré un corps sous une falaise 2 jours après les inondations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. État des lieux des droits de l'homme au Bénin, le chef de l'État a officiellement reçu le rapport ce mardi. C'est à l'occasion d'une cérémonie solennelle à laquelle on prépare les commissaires de la Commission béninoise des droits de l'homme, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Les précisions de Jérôme Mungbo et de Jean Nambimé. Quel est l'état des droits de l'homme en République du Bénin? La question préoccupe le président Patrice Talon. En application des dispositions de la loi 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, le chef de l'État a officiellement reçu le premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Dans la présentation synthétique de ce rapport, le président de la Commission a d'une part félicité le gouvernement pour les progrès significatifs réalisés dans la protection et l'amélioration du respect des droits de l'homme en général et ceux des couches vulnérables en particulier, et d'autre part présenter les insuffisances constatées. Dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme au Bénin, qui doit être perçu comme un outil d'aide à la démocratie, des violations des droits de citoyens ont été constatées par nous-mêmes en tant qu'institution nationale complémentaire conçue pour veiller à ce que les droits de tous les citoyens soient pleinement protégés. Des progrès significatifs réalisés par votre gouvernement pour la jouissance des droits ont été mis en exergue pour vous encourager à poursuivre les efforts en vue du respect, de la protection et de la réalisation, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces droits. Et je me permets de les citer. Il s'agit des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits catégoriels, et vous avez beaucoup fait pour les femmes, les enfants, les personnes souffrant d'handicap, les personnes âgées et aussi les détenus. Bien entendu aussi, vous avez fait beaucoup d'efforts, Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, en ce qui concerne le droit au développement et le droit à la paix. Eu égard à ce rapport, les membres de la Commission n'ont qu'une recommandation. Votre écoute et aussi votre implication personnelle a lui impulsé un fonctionnement plus dynamique. C'est la seule recommandation à votre endroit, afin qu'elle puisse continuer à mener des actions qui s'inscrivent dans une vision pour changer le Bénin et le révéler au monde. Révéler un Bénin dont le gouvernement joue inlassablement un rôle en travaillant à la réalisation progressive des différents droits afin de garantir une vie pleine et digne à chaque citoyen.
C'est cet accompagnement que nous voulons vous faire. Les résultats de ce rapport traduisent parfaitement la vision du gouvernement qui, selon son chef, n'a aucune volonté de contrarier les droits de l'homme ni de protéger ceux qui les violent. Ce premier rapport est aussi le premier test de crédibilité de la Commission dans sa capacité à observer et rapporter sans la moindre influence notre pratique des droits humains. Certes, la Commission n'a pas vocation à se substituer à la Cour constitutionnelle et aux juridictions compétentes pour juger les violations des droits de nos citoyens, mais son rôle d'accompagnement de l'action gouvernementale dans les protections des droits humains pour l'appui constructif qu'elle peut apporter, aussi bien aux citoyens qu'aux institutions de la République, en vue de consolider nos acquis démocratiques, est d'importance, Monsieur le Président. Mais c'est l'occasion de rappeler à notre conscience commune que l'idéal de notre choix de la démocratie, depuis l'historique conférence nationale de 1990, est bien l'instauration d'un état de droit respectueux de la loi et de la liberté individuelle comme un ressort fondamental du bien-être économique et social de nos concitoyens. Il n'y a donc aucune volonté du gouvernement de violer, de contrarier, d'entraver les droits de l'homme, ni de protéger ceux qui les violent. Si donc la Commission, consciente de la nécessité de maintenir notre pays dans le concert des nations démocratiques, s'attelle à jouer son rôle de veille citoyenne et d'éveilleuse des consciences, elle peut être assurée du soutien et de l'accompagnement nécessaire, constant et sans cesse renforcé de mon gouvernement. Le gouvernement se penchera donc sur les recommandations pertinentes du rapport ici présent et mettra en œuvre les actions idoines afin de ne pas rendre vains les efforts de la Commission béninoise des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme constitue aujourd'hui un pilier essentiel en matière de droits de l'homme au Bénin. En remplacement de Jonas Benameto, démissionnaire de l'Assemblée nationale, le député Eustache Akpovi, désigné pour siéger à la Haute Cour de justice, a prêté serment ce mardi devant le chef de l'État. La séance a eu lieu au palais de la Marina. On retrouve Jérôme Mouba et Jean Nombima. C'est conformément aux dispositions de la loi organique 93-013 du 10 août 1999 portant loi organique de la Haute Cour de justice que se tient la présente cérémonie solennelle. Devant le chef de l'État et l'Assemblée nationale, le député Eustache Akpovi, désigné par ses pairs pour siéger à la Haute Cour de justice en remplacement du député Jonas Benameto, démissionnaire, vient prêter serment. Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Le président Patrice Talon a pris acte de ce serment. Et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans le reste de l'actualité, le mouvement politique Front d'action pour la continuité, présidé par le ministre Salimane Karimou, a installé des coordinations départementales dans l'Ouémé et le Plateau. C'était le week-end écoulé. On fait le point avec Brice Ongbo et Firmin Bassaou. Venus de toutes les communes de l'Ouémé et du Plateau, ils s'engagent à enraciner les idéaux du mouvement politique Front d'action pour la continuité. Un mouvement porté par le ministre Salimane Karimou et qui a vu le jour le 12 septembre dernier à Sakété au cours d'un symposium. Moi que vous avez choisi
comme coordonnateur national, je me dois de vous le dire de temps en temps qu'un combat n'a jamais été facile. Il ne faut jamais même se préparer à un combat facile. Il faut toujours se dire que le combat qui s'annonce est un combat rude et se préparer en conséquence. Et ça commence par le mental. Et ainsi, c'est gagné d'avance. Parce que sur le terrain, le combat peut devenir un combat facile. Après ce réarmement moral, il faut maintenant la force physique, la détermination. Parce que nous devons aller partout. Après les coordinations départementales, les comités à l'échelle des communes et d'arrondissements seront également installés au plus tard le 31 janvier prochain. Tout un arsenal que les responsables du mouvement entendent mettre en place pour pouvoir ratisser large pour la présidentielle de 2021. Il faudra qu'on s'assure qu'on n'a pas laissé de côté une concession, un hameau, parce que nous voulons ratisser large. Si nous voulons atteindre la grande masse, il faut que nous puissions procéder de cette façon-là. Et là, il faut rechercher ceux qui sont capables de sensibiliser, comme l'a dit tout à l'heure, mais ceux qui sont capables de parler aux populations. Il est de notre devoir de nous mettre en ordre de bataille pour l'échéance de 2021. Nul ne sera de trop dans ce combat de salut national. Des messagers et ambassadeurs chargés de convaincre la grande masse aux idéaux du FAC, ils sont ainsi lancés pour le terrain. Le mouvement reste ouvert aux individus et aux groupes. Installation de coordination départementale toujours, mais cette fois-ci dans la Liborie. La toute nouvelle coordination aura pour mission de vulgariser les œuvres de développement du président Patrice Talon. Wesses Lassaron Imo, Aziz Alagbe, compte rendu. Le fan club Imam Shakiro Amoussou Fasika étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire national. La Liborie est le 7e département à voir sa coordination installée. Toutes les 6 communes de cette entité territoriale s'engagent à soutenir et à défendre les nobles actions du gouvernement de Patrice Talon. Nous avons constaté depuis la prise de pouvoir du président Talon, il a posé les jalons d'une bonne gouvernance par ses réformes politiques, économiques et sociales. Et dans notre religion, on ne doit pas s'opposer au pouvoir parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. S'opposer au pouvoir, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. L'imam Shakirou et ses militants branlent 1000 raisons pour rester aux côtés de l'actuel locataire de la Marina. Entre autres, les réformes, les actes et autres œuvres au profit du peuple béninois sans distinction. Ce qu'il pose comme acte mérite de l'encourager. Et vous aurez constaté que tous les Béninois sont en chantier. Nous sommes fiers d'être béninois. L'autorité de l'État est restaurée et que la gestion transparente de l'administration publique est observée partout. Il a planté les décors. Donc il mérite le soutien de la jeunesse. En particulier, l'attention singulière du chef de l'État à l'endroit de la communauté islamique motive de surcroît les membres du Fasika. Nous avions des gens lentilles dans notre religion, mais ils ont abandonné la maison de Dieu. Mais la mosquée Kadion, il a compris qu'il mérite mieux d'être reconstruit. En dehors de ça, depuis des années, là, depuis 50 ans, 60 ans, nos parents qui quittent ailleurs le nord pour se rendre au pèlerinage à la Mecque, ils dorment dans les mosquées, dans l'insalubrité totale. Donc, il a investi pour construire des trottoirs pour les pèlerins. Bien qu'il ne soit pas musulman, il est vraiment un président de tous les Béninois. La dizaine d'ambassadeurs communaux désignés prêtent serment. Ils entendent ratisser large au profit des idéaux du président Patrice Talon. La journée mondiale de l'habitat, c'était hier. L'édition 2020 a été placée sous le thème « Un logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain », un thème qui a fait l'objet des échanges d'une rencontre initiée par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Gilles Dansou, Edmond Hongbo. 2 panels pour réfléchir autour de différentes thématiques liées à cette journée de l'habitat. Une journée qui se célèbre en cette période particulière de la Covid-19. Le premier panel s'est penché sur le logement pour tous,
Amélioration de l'environnement urbain avec comme modérateur l'architecte et ancien ministre Luc Nyakadia. Des échanges enrichissants. Le deuxième panel, Habitat humain à l'ère de la Covid-19, avec comme modérateur Adam Pinto, directeur adjoint de cabinet du ministère de cadre de vie. La Direction générale de l'habitat, de la construction, trace quelques pistes de réflexion. Où en sommes-nous aujourd'hui dans les projets de logement en termes d'avantages comparatifs sous les tropiques? Quels sont les impacts de la Covid-19 sur la durabilité des logements et bâtiments des communautés vulnérables, vus sous plusieurs angles, social, économique, avec un système de location où plusieurs personnes partagent les mêmes cours, les mêmes toilettes, etc. Quelles sont les mesures à prendre en faveur des plus démunis quand l'état des lieux, du contexte des bâtiments, logements, etc., indique des faibles et des contre-performances énergétiques, de la vétusté et une amplification des manifestations des variabilités et changements climatiques. Pour le ministère du cadre de vie, l'habitat est au cœur des actions de développement du PAG. Depuis 2016, les thèmes successifs retenus par ONU Habitat pour la Journée mondiale de l'habitat recoupent avec une coïncidence quasi heureuse le programme d'action du gouvernement du secteur du cadre de vie pour le développement durable, notamment dans ces programmes majeurs, à savoir programme environnement et climat, programme ville et territoire durable, programme habitat. Les fruits de nos efforts montrent bien que l'amélioration durable du cadre de vie des Béninois est l'épine dorsale désormais du programme d'action du gouvernement. Pour illustrer mon propos, je dirais que le projet phare de construction de 20 000 logements sociaux et économiques est rentré dans sa phase opérationnelle avec la concrétisation de la cité de Wedo, près de 11 000 logements collectifs et individuels. Un programme innovant par sa démarche écologique, par une viabilisation complète en amont, par les modes constructifs qui sont retenus, par son modèle unique d'accès aux populations cibles et surtout par son ampleur. Vivre chez soi est convenablement quoi de plus noble. Parlons à présent du projet de développement des espaces irrigués en milieu rural qui continue d'être déployé au Bénin. Ce sont les communes de Glazoué et de Bantek qui ont été à leur tour impactées. James William Bagiti. Échange improvisé entre le ministre de l'Agriculture et les chefs ou représentants des entreprises adjudicataires des marchés de construction des infrastructures inscrits au projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural. Il est presque 8 heures à Glazoué, département des collines. Gaston Dossoui profite de l'avance que lui offre sa ponctualité pour mettre en garde les entreprises qui se hasarderaient à enfreindre les termes du contrat qui les lie à l'État béninois. Quelques minutes plus tard, descente en compagnie du maire de la commune dans le village d'Atogbo où attend une population en liesse. Ici sera implantée l'une des plus importantes composantes du projet et avant même qu'elle ne soit dévoilée, le maire affiche ses aspirations. La rencontre de ce jour, nous l'avions désirée et elle tombe à juste titre. Et comme vous le savez, Glazoué fait partie des terres qui offrent un excellent potentiel agricole pour notre pays. Et ici à Glazoué, nous avons beaucoup de bas-fonds qui demandent qu'un clin d'œil soit fait. Nous nous positionnons pour faire de Glazoué le 3e pôle maraîcher du Bénin. Et pour que ce dessin se réalise, Gaston Dossoui apporte une série de bonnes nouvelles. Le maire, le chef de l'exécutif de Glazoué dit « J'ambitionne de faire de Glazoué le 3e pôle maraîcher du Bénin. Après Grand Popo et Mananville, il faut que ce soit Glazoué. Ça constitue pour moi un terreau fertile
pour poser ici l'acte de ce jour. Le gouvernement de Talon ne pose pas de pierre. Le gouvernement de Talon ne fait pas de promesses. On dit, on fait. Et les actes parlent d'eux-mêmes. Si globalement le projet va dépenser 11 milliards 400, Glazoué seul prend 578 millions de cette affaire-là. Glazoué seul. Et c'est là où, connaissant le potentiel rizicultivable de Glazoué, sur les 1000 hectares, nous avons mis 190 hectares à Glazoué, pratiquement 1/5 de ce volume. Nous aurons à faire 2 gros magasins ici, nous aurons à faire 6 aires de séchage. Bref, les endroits que nous allons attaquer, nous allons les désenclaver pour que l'accès ici soit facile. Dans cette localité réputée pour la fertilité de ses sols, les couches paysannes se sentent dès lors renforcées dans leurs actions quotidiennes. La cérémonie de lancement des travaux de forage et d'installation de châteaux d'irrigation sur le site du jardin maraîcher de la coopérative Iré-Wallé vont à coup sûr renforcer notre capacité de production en toute saison. Votre déplacement ici chez nous, en terre Idacha, nous convainc de l'attachement du gouvernement Talon aux couches paysannes de notre pays. Les essais de forage réalisés, les dernières civilités échangées, direction Pira, village de la commune de Banté, une centaine de kilomètres plus loin. La ferveur de l'accueil est ici aussi à la hauteur des ambitions du projet de développement des espaces irrigués en milieu rural. Je salue le collectif de femmes de Pira ici qui a accepté de venir nous accueillir sur ce site où nous allons installer un grand barrage. L'une des choses que nous avons demandé au président de la République actuelle, alors qu'il était candidat à la magistrature suprême, c'est que dans les collines, on n'a pas l'eau à boire. Nos animaux ne trouvent pas, nous-mêmes les hommes ne trouvent pas. Le robinet siffle. Et il a dit que ce soit l'eau de surface, que ce soit l'eau en profondeur, je vais tout faire pour maîtriser l'eau pour vous. Nous sommes venus tenir parole. Nous avons à construire 4 gros barrages de capacité variable de 180 000 m3 à 450 000 m3. Mais nous, là, dans les collines, sur les 4, on en a 3. Donc nous aurons à mobiliser ici un volume de 239 609 m3, une hauteur d'eau de 4,72 mètres. Perspective face auxquelles les mandataires des populations de cette commune réputée hostile au régime Talon expriment une reconnaissance sans faille. Au nom de toutes ces populations, nous vous prions de transmettre nos profondes et sincères reconnaissances au chef de l'État. Banté apprécie toute la transformation profonde sur toute l'étendue du territoire. Et je voudrais vous demander que la meilleure façon de demander plus, c'est de dire merci. La population de Banté est résolument engagée dans le PAG et dans le processus de transformation radicale et positive de notre pays. Nous avons vu, nous avons entendu, même les sourds ont entendu. Les aveugles sont en train de voir. L'étape de Pira conclut une tournée qui n'est que le commencement d'une autre phase du développement de l'agriculture béninoise. Le PDPIM devrait contribuer à moyen terme à la réalisation d'ambitions qui hier auraient paru démesurées, mais que chaque Béninois qui voit se transformer le pays de Patrice Talon observe avec plus d'optimisme que jamais. À Parakou, les délégués venus des 9 sections de l'Association pour le développement économique, social et culturel ont tenu leur 5e congrès ordinaire. Pendant 2 jours, les tests de l'association ont été relus. Nestor Sela Abdoulofou Idrissou. Après 3 ans de léthargie due aux difficultés inhérentes à toute association de développement, ils sont là pour réfléchir sur les projets qui pourront relancer le développement harmonieux et durable de leur cité commune. Les travaux basés sur la relecture des textes se déroulent dans le respect strict des gestes barrières
contre la Covid-19. Et pour les nouveaux membres du bureau, le développement d'abord. Ma gouvernance se basera sur, comme le dit l'association, sur le développement économique, social et culturel. Une ville doit disposer de tel type d'association. C'est ce genre d'association qui converge, qui communique les efforts avec les autorités en place pour que la commune aille de l'avant. C'est pour cela que mon mandat sera sous le signe, n'est-ce pas, de la convivialité entre la population et les autorités, le respect, n'est-ce pas, des autorités. Pour les autorités municipales, l'association Tembi est au cœur de leurs préoccupations car elle s'illustre déjà dans les questions de développement. C'est le lieu et le moment de féliciter ses responsables en général et son président en particulier pour son engagement et sa disponibilité. Et puis rassurer tout le monde de la détermination du président à faire bouger les choses dans le sens requis. Je voudrais continuer d'espérer des responsables qui seront ici des présentes assises une fructueuse collaboration dans l'intérêt supérieur des parents et des parents. L'Association de développement économique, social et culturel Tembi est un label pour le département du Bordeaux et l'une des rares associations de développement ayant survécu face aux épreuves du temps. Monsieur le maire, je voudrais donc par votre entremise inviter le conseil municipal à une sincère collaboration avec l'association Tembi de manière à en faire un réel cadre consensuel de concertation et de développement de la commune. L'association Tembi dispose de 5 sections à Parakou et 4 autres à Porto-Novo, Cotonou, Nat-Tengu et Kandi. Parlons à présent de la semaine du patrimoine culturel immatériel à Parakou. L'événement a été lancé en présence des responsables en charge de la culture et des autorités locales. Pendant une semaine, la richesse et la diversité des savoirs endogènes du Bénin seront présentés. Roland Tchanka. Révéler la culture béninoise dans ce qu'elle a d'intangible. C'est la dynamique dans laquelle s'inscrit la semaine du patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel immatériel, c'est un patrimoine qu'on doit faire connaître à toute la population. Parce que quand on dit patrimoine, la plupart des gens, surtout les gens qui ne sont pas dans le domaine, ils pensent que c'est des immobilisations, des immeubles ou bien des sites que nous voyons comme ça, ceux qui sont contenus dans le patrimoine. Mais il y a d'autres qui sont immatériels, qui méritent d'être valorisés, qui se trouvent dans nos chansons, dans nos danses. La direction du patrimoine culturel est tout simplement une structure technique du ministère en charge de la culture. Et aux côtés donc, du ministre de tutelle, elle a pour mission d'aider, de contribuer à identifier, protéger, préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine culturel de la nation. La culture, trait d'union entre les peuples, constitue un levier sur lequel l'État veut agir pour promouvoir le développement socio-économique du Bénin. Depuis sa première édition, en 2019, la Semaine du patrimoine culturel rappelle aux populations, aux groupes socioculturels, de se mettre dans une dynamique de valorisation de leur identité culturelle. Cette semaine s'est donnée pour ambition de rassembler les artistes, les acteurs culturels, les créateurs, les chercheurs pour la promotion de la culture béninoise dans toutes ces dénivellations. La cité des Kobourou n'est pas la moindre des villes en termes de richesse culturelle immatérielle. À travers nos différentes chansons, à travers même le regard, culturellement, nous disons beaucoup de choses. Alors, quand on parle de la culture, ce n'est pas seulement les représentations physiques que nos parents nous ont léguées, il y a même nos langues. La semaine du patrimoine culturel immatériel va permettre au public de mieux découvrir les différentes facettes de la culture béninoise à travers des sketchs en langue locale, des jeux concours, des danses traditionnelles et des communications sur l'importance du patrimoine culturel immatériel.
L'actualité hors du Bénin, c'est le pèlerinage de Touba qui a drainé une marée humaine au Sénégal. En France, Emmanuel Macron est annoncé dans les Alpes-Maritimes pour ce mercredi. En Italie, des secouristes ont récupéré un corps sous une falaise 2 jours après les inondations. Lenaï Kagwazaou. Des milliers de fidèles de la puissante confrérie mouride affluent à la grande mosquée de Touba à l'occasion du pèlerinage du Grand Magal, le premier rassemblement d'ampleur au Sénégal depuis l'apparition du coronavirus. Les différents ministères... En France, le président Emmanuel Macron va se rendre ce mercredi dans les Alpes-Maritimes pour constater et affirmer la forte mobilisation de l'État, 5 jours après les intempéries meurtrières qui ont fait au moins 4 morts. Selon un bilan provisoire, l'annonce a été faite par le Premier ministre Jean Castex devant les députés. Les différents ministères sont mobilisés pour organiser le soutien aux victimes de la population et reconstruire ou remettre en état de fonctionnement les réseaux eau, électricité, téléphone, ainsi que les infrastructures routières. Le président de la République, vous l'avez dit, Monsieur le Président, se rendra lui-même sur place demain pour constater cela et affirmer la très forte mobilisation de l'État qui s'est, vous l'avez reconnu, mobilisé dès le début et qui ne faillira pas. Toujours en France, Marine Le Pen réclame à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin des mesures efficaces et extrêmement fermes dans le projet de loi en préparation contre l'islam radical. Quand on prend conscience d'un danger, que nous dénonçons par ailleurs depuis 30 ans, bien sûr que je ne peux que m'en réjouir. Maintenant, je voudrais que les décisions qui soient prises dans les semaines et les mois qui viennent soient des décisions qui soient efficaces, qui soient extrêmement fermes, parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et je ne voudrais pas qu'on perde le combat. En Italie, un cadavre est retrouvé près de la ville côtière de San Remo par une équipe de secours. Il s'agit du 8e corps retrouvé sur la côte italienne après les inondations en France et en Italie qui ont isolé des villages dans la zone frontalière montagneuse et causé d'importants dégâts qui ont fait au moins 4 morts. À Stockholm, en Suède, le Nobel de physique sacre 3 pionniers de la recherche sur les trous noirs des régions de l'univers d'où rien ne peut s'échapper. Le Britannique Roger Penrose, l'Allemand Rainer Genzel et l'Américaine Andrea Ghez. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.